Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, l'émission de la science-fiction japonaise et du tokusatsu. Comment vas-tu, Fabien? Bah écoute, ça va très très bien. Le printemps est arrivé et je suis ravi de te laisser présenter l'émission pour une fois. Ça me soulage un peu. Donc, au mois de mars, compte tenu d'actualité, on aurait pu facilement vous faire une émission spéciale pollution avec des séries comme Spectreman ou des films comme Godzilla contre Hedorah, puisqu'il y a énormément d'œuvres du tokusatsu, principalement dans les années 70, qui ont traité la question. Le problème, c'est qu'on a décidé de ne pas en parler et on a préféré vous inviter à faire un voyage dans un Japon un peu ancien, un peu mythologique, à l'occasion de la sortie d'un coffret chez HK Video, donc, qui s'appelle l'anthologie de la guerre des yokai. Donc on s'est dit, on va vous faire une émission spéciale yokai. Donc notre Toku Focus sera centré sur les 4 films, enfin la trilogie plus le remake de Takashi Miike, qui personnellement n'est pas un remake. Vous comprendrez pourquoi. On vous expliquera tout. Et donc, dans la Toku Cave, on ira vous parler d'un Kaiju Ega avec un yokai, donc peut-être un Yokaiju Ega. Oh, joli, une nouvelle formule. Et après, donc, nous retrouverons la Godzilla Box pour le Diko Toku. Voilà, donc on lance le Toku Focus. C'est tout de suite. Alors oui, donc normalement c'est l'émission de la science-fiction japonaise, hein, mais là on va un peu s'écarter du sujet, encore une fois, hein, une de nos petites digressions habituelles. Ouais, c'est quand même mieux de parler des yokai que de parler d'Albator. Peut-être, c'est ton avis. Au moins c'est fait. Et puis surtout on reste dans le Toku. Écoute, c'est le public qui parle et le public a voté pour Albator. Voilà. Donc cette fameuse anthologie des yokai, donc bon, ça commence en 1968. Le premier film des yokai qui s'appelle La légende des yokai, qui a été réalisé par Kimiyoshi Yasuda. Et tu vas nous dire un petit peu de quoi ça parle. Tu veux que je te présente le film? Oui, un petit résumé rapide. Alors en fait, ça se passe dans un Japon médiéval et il y a des gens qui sont attaqués par des créatures étranges et il y a un seigneur qui asservit le peuple, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Et du coup, il y a un homme qui va raconter des histoires de yokai et au fur et à mesure qu'il raconte ces histoires, il va se passer dans la vie réelle des événements similaires et surnaturels. Voilà. Oui, pour bref rappel, en fait, les yokai sont des créatures du folklore japonais, en général les folklores un peu ruraux ou alors liés à l'océan. En fait, tout ce qui était inexplicable dans le Japon médiéval, c'était attribué à des yokai et vous avez plus d'une centaine de monstres. En général, le plus connu, c'est le fameux kappa, l'espèce de mélange entre... C'est une tortue c'est une tortue humanoïde avec un bec et une espèce de petit plateau sur la tête qu'il faut arroser tout le temps. Donc il faut savoir qu'à l'époque, la compagnie Daiei qui avait produit le premier film, La légende des yokai, se faisait une spécialité dans le Jidaigeki, qui était le film en costume. Ils avaient produit beaucoup de séries de sabres, donc de Chambara très populaires comme Daimajin, Zatoichi ou Kyoshio Nemori. Et effectivement, ils ont produit à l'époque la fameuse trilogie Daimajin, qui était un mélange entre le Chambara, donc le film de sabre, et le Kaiju Ega, le film de monstres japonais. Je t'en prie. En fait, il faut savoir que la Daiei a essayé principalement de concurrencer avant tout la Toho, qui avait créé Godzilla, en créant ses propres créations un peu de toku. Alors, ils ont commencé par Daimajin. Non, ils ont commencé par... Oui, ils avaient commencé par... en fait, ils ont d'abord fait dans le... Non, ils n'ont pas commencé par Daimajin. D'abord, ils ont fait des espèces de... Ils ont fait une fresque, appelée Shaka, qui était une fresque sur la vie de Bouddha. C'était une fresque à effets spéciaux, mais pas un film de monstre ou de science-fiction.
parce que leur film de science-fiction, le tout premier film de science-fiction qu'ils avaient fait, c'était en 56, ça s'appelait Le Satellite Mystérieux. C'était un truc avec des étoiles de mer géantes, enfin des mecs en pyjama surtout, faut quand même le dire. C'était plus une sorte d'Armageddon avant l'heure. Oui, c'est ça, c'était un peu comme un mélange entre le choc des mondes et le jour où la Terre s'arrêta. Et c'était le tout premier film de science-fiction japonais en couleur. Ensuite, ils ont fait en 1965 la fameuse tortue Gamera, donc voilà, personnage spécialement conçu pour concurrencer Godzilla. Puis ensuite, effectivement, ils se sont lancés dans cette vague de films médiévaux / surnaturels avec Daimajin et donc cette guerre des yokai. Un premier film quand même assez réussi. Ouais. Qui est vraiment très réussi pour le coup. Le réalisateur donc, du film, Kiyoshi Yasuda, il venait lui aussi de faire un Daimajin. De faire le premier Daimajin et il avait fait de nombreux Zatoichi. Et c'était un expert aussi du film surnaturel. Oui, le premier film plutôt vraiment dans le thriller surnaturel, un film vraiment axé pas forcément sur l'horreur, mais sur le côté épouvante, un petit peu rigolo. C'était vraiment très intéressant parce qu'à la fois tu as quand même une distance avec le yokai. Où tu es plus vraiment dans le récit que dans l'application même de la légende. Et c'est vachement intéressant et en même temps, tu as quand même un espèce de climat d'angoisse. Oui, c'est ça. Alors qu'ils ne sont pas forcément présents, enfin les yokai ne sont pas forcément présents, comme ce sera le cas dans le deuxième film, dont on va aborder tout de suite. Donc La guerre des yokai. Qui est réalisé par Yoshiyuki Kuroda. Qui là, pour le coup, c'est une orientation complètement différente. Donc en fait, le film commence en Babylonie, c'est expliqué comme ça dans le film, où en fait il y a une créature qui s'appelle Daimon, donc je pense correspond plus à tout simplement démon. Un démon mais grand. Donc il ressemble à un espèce de vampire à la façon un peu Nosferatu, qui est gris, très japonais en même temps. Très japonais. Qui se rapproche un peu de Daimajin en plus. Enfin, physiquement, on dirait un mélange entre Daimajin et un seigneur de guerre japonais, tu vois, un suzerain. Et donc qui a le pouvoir de contrôler les gens. Et donc il lui reçuche le sang. Voilà. Et donc les yokai en fait vont s'allier pour combattre cette menace. Et c'est le deuxième film de la trilogie yokai qui pour moi est le plus réussi. Ouais, c'est clairement le meilleur parce que on est un peu dans cette année 1968 où il y a une espèce de folie de la multiplication des monstres. Parce qu'encore une fois, la Toho avait fait Les Envahisseurs Attack où justement c'était Godzilla et ses potes qui luttaient contre des extraterrestres, contre King Ghidorah. Là, c'est tous les yokai qui s'unissent. Enfin, les yokai que le budget permet, tous les yokai qui s'unissent avec les humains en plus, avec des enfants en général, pour combattre ce monstre qui est encore plus fort, encore plus méchant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi une petite critique du monde occidental, puisque ce monstre-là, le Daimon, c'est un monstre qui vient d'Occident. Et je me demande s'ils n'ont pas repris la scène de début dans Blade 3 en fait, parce que c'est un peu le même délire. Peut-être. Ils vont déterrer un vampire dans un temple. Excusez-moi pour cette mauvaise référence. Ce qui est amusant, c'est qu'on a un monstre qui grandit, quoi. Oui, il grandit à volonté. Et il se multiplie. Ouais, aussi. Enfin, c'est un des premiers cas de gigantisme, d'un monstre qui change de taille. À volonté. Voilà, franchement, le film, à la fois, il est super joli visuellement, c'est super bien foutu. C'est clairement le film le plus abouti sur les yokai. Même l'histoire, quoi, est géniale, quoi. Et ça, tu vois, Daimon, ce monstre-là, j'aurais bien voulu le voir dans des Gamera. Ouais. Parce que je trouve que dans les Gamera, il y a beaucoup de monstres, des monstres préhistoriques. Pas que ça. Voilà. Et je me suis dit, j'aurais bien voulu voir comme ça un monstre un petit peu plus surnaturel, un peu plus démoniaque pour se fighter contre cette tortue géante. Ça aurait été intéressant. Dans l'univers du kaiju, ça aurait été vraiment pas mal. Une autre orientation pour le troisième film. Ouais, alors là, les yokai sont quasiment tertiaires, on va dire. Parce que le troisième film, en fait, qui a été réalisé donc, conjointement par les deux réalisateurs des deux premiers films, ce qui est très bizarre, c'est plus un mélo qu'autre chose, en fait, où l'histoire, tout bêtement, c'est une jeune fille, une toute petite fille qui doit avoir 7 ou 8 ans, qui part à la recherche de son père. En même temps, il y a une histoire de Yakuza. C'est vachement étrange comme orientation pour un film de yokai. Et les yokai sont quasiment absents du film, en fait. Oui, c'est plus dans le titre, c'est mentionné obake. Les obake, c'est plus des espèces c'est des yokai, mais si vous voulez, c'est plus des monstres déformés, en fait. On voit dans le film, c'est une espèce de sorcières un peu fripées, un peu translucides. C'est des personnages un petit peu différents.
C'est un petit peu le même scénario que le Daimajin 3, puisque ça raconte une histoire d'enfants qui doivent aller chercher leur père qui sont retenus dans une contrée lointaine. On revient un petit peu dans le côté récit d'initiation en prenant le jeune public comme base. Je trouve ça un petit peu bizarre que ce soit les deux réals qui se sont mis ensemble pour faire le film, parce que c'est quand même un film avec une échelle moindre, même encore plus petite que celle du premier. À la limite, ça aurait été plus logique que les deux réals fassent le deuxième ensemble. Bien sûr. Parce que quand on voit l'ampleur du film, on peut se dire que ça peut être compréhensible. Mais sur le 3, c'est vachement étrange. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de partir dans une politique d'exploitation. Je pense qu'ils se sont dit, voilà, vaut mieux revenir à quelque chose de beaucoup plus modeste, de beaucoup plus ancré dans le jidaigeki et dans le mélodrame, plutôt que de partir dans l'expansion de monstres. Alors peut-être que le deuxième n'avait pas fonctionné assez pour reproduire l'exploit. Donc là, on avance dans le temps. Ouais. Et on arrive en 2005. On a un réalisateur qui est apprécié du public, donc Takashi Miike, qui décide de réaliser un remake de la guerre des yokai. Voilà, alors Takashi Miike, je le représente vite fait. C'est celui qui avait fait la trilogie des Dead or Alive, celui qui avait fait Ichi the Killer, il avait fait aussi La Mort en ligne, si vous êtes fan des post-ring. Et récemment, il avait fait aussi Zebraman, Yatterman, on avait parlé. C'est un réalisateur qui a fait du toku sans faire du toku. C'est ça. Parce que il a fait Zebraman, il a été attaché à plein de projets toku, il devait faire un remake de Daimajin. À un moment, on avait même parlé de lui sur le dernier Godzilla. Apparemment, la rumeur veut qu'il ait bossé sur Daimajin Canon, l'affreuse série drama qui était censée rebooter Daimajin et qu'il a plus enterré qu'autre chose, pour moi. Et apparemment, il a aussi réalisé des épisodes d'Ultraman Max. Je te confirme. Donc, c'est vraiment un réalisateur qui est en fait entré dans le toku, mais tout en restant un peu en retrait. En fait, Miike, il fait tout et n'importe quoi parce qu'il a toujours eu cette flip de se faire digérer par le système. Donc c'est pour ça qu'il tourne tout et n'importe quoi. Mais celui-là, La guerre des yokai, ça reste quand même un de ses films les plus accessibles, j'ai envie de dire. Mais je vais te laisser présenter l'histoire. En fait, l'histoire, c'est Alors déjà, il faut savoir que le film se passe de nos jours. Déjà, c'est la grosse différence avec les films d'origine. Et donc, on a une créature humanoïde qui est une espèce de démon qui capture les yokai pour en créer des monstres. Il les fusionne avec des machines. Non, c'est le mec. Ah, c'est le mec, Le mec qui est en costume. En costume, et donc, il capture tous les yokai au fur et à mesure pour essayer de créer des monstres mécaniques. C'est un peu steampunk, quand voilà, même. C'est un petit peu steampunk. Et donc, les yokai vont aller chercher un jeune héros, le chevalier Kirin, donc comme la bière. Et en fait, donc, ils vont créer cette guerre, en fait. Ils vont se battre contre ce méchant pour leur liberté. Donc c'est censé être un remake de la guerre des yokai, du deuxième film. Mais le film est tellement différent. Il y a tellement de trucs qui n'ont rien à voir. Déjà, le héros, le gamin chevalier, le fait que ça se passe de nos jours, le fait qu'il rajoute des personnages. Il est tellement à côté de la plaque d'un remake que je me demande réellement si c'est vraiment un remake ou si on a vendu ça comme un remake. J'ai l'impression qu'il voulait plus faire une espèce de film d'heroic fantasy contemporain, justement avec le petit garçon qui va devenir un peu le proche chevalier, le jeune héros. En plus, il y a une espèce de pseudo-romance entre lui et une fille yokai qui est une fille humanoïde normale, mais elle a juste des pattes et des griffes vertes. Oui. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est assez bien. Le côté récit d'initiation, il est bien. Tout à fait. L'idée d'opposer justement le côté classique des yokai avec un univers un peu steampunk et tout, c'est intéressant potentiellement. Mais je trouve que ce qui manque à ce film, c'est pas la faute de Miike, mais c'est on va dire la maladie du cinéma japonais contemporain, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'ampleur dans la manière dont c'est filmé. Les images sont assez plates, quoi. Je sais plus si c'est tourné en scope ou pas, mais je trouve que la photo est pas très belle. C'est vrai. Il y a certains effets spéciaux qui sont un petit peu ratés, je trouve, parce que les Japonais, encore une fois, c'est un fait que l'imagerie digitale, c'est pas leur fort, quoi. Et puis chez Miike, il y a certains délires, il y a certains personnages qui sont complètement délirants. Il y a des ruptures de ton, des fois, un petit peu bizarres. Et tout à fait. Donc, ce qui fait que, des fois, le film passe très bien, des fois, on s'ennuie, des fois, c'est pas mal. Puis c'est long, surtout, ça fait 2 heures.
C'est ça. Enfin, petite anecdote, le gamin, il jouait aussi dans Gamera the Brave, hein, pour les fans de Kaiju, le petit garçon, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Voilà, très très inégal, je trouve, comme tous les films de Miike, je trouve, mais c'est largement au-dessus de ce qu'il fera, par exemple, avec Zebraman ou toutes les autres conneries comme Yatterman, toutes ces réflexions un petit peu moqueuses sur les super-héros. Là, au moins, on sent qu'il y croit. Même si sa sensibilité fait que il faut qu'il y ait de la connerie dans ces films, parce que la connerie est grand public au Japon. C'est fédérateur. C'est fédérateur au Japon. Et pas qu'au Japon d'ailleurs. Oui, mais le côté what the fuck, il est vraiment fédérateur au Japon et c'est vraiment dommage. Moi personnellement, sur les 4 films, c'est surtout les 2 premiers que je retiens. Voilà, mais moi personnellement, je vous conseille de vous le procurer parce que déjà le coffret est absolument splendide. Alors, moi, il y a quand même un truc qui me révolte parce que à la fois je comprends la logique de l'éditeur et en même temps je trouve ça tellement idiot. C'est que je vais vous le faire très simplement. Le premier film est sur le disque 2. Le deuxième film est sur le disque 1 en bonus du remake. Le film 3 est sur le DVD 2 et le remake est en film principal sur le DVD 1. Donc je vous laisse imaginer la réflexion que vous devez faire pour les voir dans l'ordre. Ça, c'est un peu le problème qu'il y a avec cette trilogie, c'est que c'est très difficile de la mettre en ordre, même sur le coffret américain que j'ai là, genre le troisième est en premier, le deuxième est en deuxième, c'est un petit peu le foutoir. On a l'impression qu'il n'y a aucun éditeur qui arrive à structurer comme il faut. C'est un peu dommage, cette trilogie. C'est dommage parce que le coffret est tellement génial. Juste un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi le premier, donc le premier film des années 60 est en Blu-ray, alors que les autres… Non, c'est La Guerre qui est en Blu-ray. C'est le deuxième. Ah c'est cool alors, ça va. Parce qu'en fait, donc, il faut juste savoir que le Blu-ray correspond au DVD du film de Mickey. D'accord. Voilà, en fait, ils ont mis donc le film de 2005 avec son original en Blu-ray. D'accord, ok. Et autre petite remarque un peu à la con, mais il faut quand même que je le dise. Pourquoi avoir foutu des bandes annonces uniquement sur le Blu-ray ? C'est la question que je me pose parce que je trouve ça un peu stupide. Pour empêcher les margoulins que nous sommes de ripper les bandes annonces, certainement. Ouais, mais du coup, faire de la promo. Du coup, on peut ripper le film. Bon, sinon, toi, tu conseilles aux gens de te procurer ce coffret ? Largement, je recommande hautement de procurer ce coffret, surtout qu'il n'est pas très cher. Franchement, pour 2 DVD, un Blu-ray et un livret qui est assez bien fait. Toujours les livrets des H4, de toute façon, ont toujours été bien. Ça vous en tirez pour 40 €, donc ça va quand même quand on sait la démarche un peu d'un achat de Blu-ray aujourd'hui. Ouais, voilà. Il y a quand même 4 films, quoi. C'est ça. Moi, je voudrais quand même, encore une fois, les gens de HK, là, je regarde, c'est vous, là. Je voulais vous féliciter parce que franchement, sortir ça actuellement dans l'économie du DVD et du Blu-ray actuel et surtout que les films de SF japonais un petit peu vintage, tout ça, ça commence vraiment à chuter dans les ventes. Je veux dire, depuis Gamera, il n'y a pas eu d'autre chose c'est vrai qu'il n'y a rien que ça, quoi. Donc franchement, encore bravo, surtout non seulement pour la sortie, mais sur le contrôle qualité de l'objet. Voilà. Mais alors, je dirais juste que quand même, le film de 2005 est aussi sorti en unitaire. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous faire l'anthologie, mais bon, franchement, ça serait un peu stupide. Il faut tout voir. Vous pouvez quand même acheter juste le film de 2005 qui est disponible en DVD et Blu-ray séparément. Très bien. Écoute, après cette aventure yokaïesque, nous allons continuer notre exploration de ces créatures merveilleuses et imaginaires. Avec un film beaucoup plus récent. Exactement. Donc c'est tout de suite dans notre Tokucave. C'est tout de suite. Ce mois-ci, dans notre Tokucave, on a décidé de vous parler un peu de Kaiju avec un film de yokai géant, donc une œuvre un peu indépendante que peut-être vous n'avez pas entendu parler, qui s'appelle donc Def Kappa et qui avait été distribué par la Nikatsu, produit par Fever Dream, donc qui avait fait Tokyo Core Police, Machine Girl, qui est réalisé par Tomohiro Haraguchi. Donc si je n'écorche pas. Tomohiro Haraguchi. Donc, pour résumer le film vite fait, alors déjà c'est 2 blocs bien distincts. C'est un peu 40 minutes. Le film fait 1h20. Voilà. Et donc la première partie, c'est une comédie, tout ce qu'il y a de plus normal,
avec une idole qui revient dans sa ville natale et qui, à la mort de sa grand-mère, hérite un peu d'un kappa et doit s'en occuper. Et le kappa est hypnotisé un peu par sa chanson. Parce que sa musique est pourrie. En fait, le kappa, il kiffe sa musique. Voilà. Et il se met à danser dessus. Et donc, il y a une organisation terroriste qui veut récupérer le kappa pour un peu récupérer son ADN et faire des super soldats. Un peu des anciens collaborateurs nazis. Ouais, c'est clairement. Okay. Et la deuxième partie, en fait, c'est du kaiju pur, puisqu'il y a un monstre géant qui arrive. Et là, il y a le kappa qui lui aussi est devenu géant pour le coup, qui va venir défendre le Japon et qui va un peu... Captain Kappa. Qui va un peu... lancer le combat de catch entre les monstres, mais on va vous en reparler tout de suite. Déjà, je voulais vous parler juste du réal pour un peu le situer. Donc c'est un réalisateur qui a réalisé des épisodes de Ultraman Ginga et qui est en train de réaliser le film qu'ils sont en train de faire. Ça fait peur. Il a fait les effets spéciaux de la série Lyonmaru G. Et il avait travaillé aussi sur la confection des monstres sur Gamera et Gamera 2, donc dans les années 90. Donc voilà, Fabien n'a pas aimé le film, moi aussi. Donc je vais commencer. Alors déjà une espèce d'organisation d'Ultraman dans ce film, puisque l'actrice principale, elle joue dans Ultraman Mebius. Tout à fait, ouais. Et l'actrice qui joue sa grand-mère, c'est Hiroko Sakurai, qui jouait dans Ultra Q et dans la première série Ultraman. C'est vrai. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir de la voir. Il y a même Hideaki Anno, donc le créateur de Evangelion, qui fait la voix d'un personnage dans le film, le professeur Tanaka. Bon, pourquoi j'ai pas aimé le film ? Il y a une espèce de syndrome au Japon de la vanne, c'est-à-dire de prendre des personnages populaires et d'en faire des parodies. Mais sauf que la parodie, c'est quand tu crées d'autres personnages à partir de personnages connus. Là, et on est vraiment dans cette veine des films de Takeshi Miike comme Zebraman, qui est une création originale, mais bon, quand même, Miike, il avait bien déliré justement sur Yatterman, qui était une production qui était un remake d'une production Tatsunoko. Ils n'arrivent pas à faire aujourd'hui le film de manière sérieuse, ce qui montre que le Kaiju Ega, depuis Gamera The Brave, c'est devenu sujet à des vannes, quoi. Mais surtout, tu n'as eu que ça, tu n'as eu que des productions plus ou moins indépendantes. Et comiques. Et avec des trucs qui sont plus des parodies qu'autre chose. Alors, à part un téléfilm, un court-métrage qui a été produit par NHK, donc Gehara, qui est juste génial, franchement. C'est le mélange entre le Kaiju Ega et le film d'horreur façon Ring. Et qui est juste génial. Mais à part ça, ils n'ont pas fait grand-chose de vraiment marquant. C'est pas Def Kappa qui va améliorer le truc. Ça m'emmerde d'autant plus que la créature en elle-même, le Kappa, il est très très beau. Vraiment, en plus, il a l'air vraiment méchant, quoi. Mais physiquement, le costume est très joli, quoi. Le monstre est très beau. Le truc, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est déjà le combat de Kaiju à la fin. La première partie du combat, c'est quelque chose d'ultra passif. Franchement, c'est je lance mon attaque, tu lances ton attaque, je lance mon attaque. Et franchement, excusez-moi le terme, mais c'est chiant, quoi. Il faut vraiment attendre que le Kappa arrive avec un rayon atomique à la Godzilla, d'ailleurs, c'était génial. D'ailleurs, on reprenne tous les bruits des films de la Toho dans ce film, je dis. Alors, par contre, pour le point positif, c'est peut-être un film où tu as énormément de clins d'œil. Mais c'est tout. Enfin, le truc, c'est qu'ils ont... Dans Pacific Rim aussi, il y a des clins d'œil. Mais en fait, ils essayent de reprendre un peu des trucs à l'ancienne, mais ils n'arrivent pas à les exploiter. C'est que j'ai clairement l'impression qu'ils balancent toute la culture qu'ils devraient foutre et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Non, et comme dit l'adage, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et là, à chaque fois, on a une scène effectivement, où on a l'autre monstre, il y a un autre monstre qui s'appelle Angiolas, qui est une espèce de créature un peu dinosaure et tout. Ça dure 20 minutes, l'attaque, et au bout d'un moment, on se fait juste chier parce qu'on a compris que c'était une vanne, on a compris que les avions ils sont soutenus par des câbles. Et surtout, on voit les câbles, quoi. Enfin, on a vraiment l'impression de voir un making-of plus qu'autre chose. C'est ça. Et puis, il y a cette blague récurrente des militaires qui crient « maman », qui revient 3 fois dans le film, en fait. Et au bout d'un moment, on a dit « mais arrêtez, renouvelez votre stock de blagues, parce que c'est pas drôle ». Ça se renouvelle vraiment quand ils amènent l'armement ultime, là. Une espèce d'hommage au canon Maser. Et après, quand le Kappa arrive, mais voilà, c'est lent, quoi. Ouais. Et puis même, moi, j'en ai marre de ces délires pseudo-fascistes où on en revient sur les organisations
sympathisant avec les nazis. Moi, ça me gonfle de voir ça. J'en ai marre de voir juste des savants fous. On a ça maintenant encore dans les autres films. Il y a Terman et tout ça. On a encore tous ces délires avec les savants fous. Moi, ça me gonfle. Dans Zaborgar aussi. Dans Zaborgar, voilà, pour moi, c'est toujours le même syndrome. Je sais pas, ça me saoule. Il y a pas de renouvellement. Et ça, je suis désolé de le dire, alors ça va en froisser quelques-uns, mais le fait que Godzilla ressuscite aux USA, c'est peut-être une bonne chose parce que je crois que les Japonais n'arrivent plus du tout à gérer ce genre. Du coup, on peut se poser la question sur qu'est-ce que va être le nouveau Gamera là, qu'ils viennent de lancer. Voilà. Apparemment, ils espèrent rebooter pour les 50 ans. C'est le 4e reboot de Gamera déjà. Donc, du coup, on peut se poser la question qu'est-ce que ça va être. Voilà, enfin moi j'ai vraiment l'impression que le public ne veut plus voir ce type de film, donc le seul moyen d'en faire, c'est que les vieux briscards, maintenant, ils sont obligés de les concevoir comme des parodies. Et c'est la seule manière aussi d'accepter les effets spéciaux à l'ancienne, en Suitmation et tout ça. Parce que finalement, il n'y a que les productions de télé qui arrivent à continuer à faire du tokusatsu de manière premier degré, tu vois. Même si les robots aujourd'hui sont quand même pas mal doublés par des effets spéciaux digitaux. Ouais. Et ça me gonfle. Dans Def Kappa, ça me gonfle. J'ai du mal à croire que la Nikkatsu s'est dit, voilà, il faut qu'on distribue ce truc. Eux qui n'ont jamais fait un seul film de kaiju à part Gappa. Ils en ont fait un seul. Ça pourrait être génial de voir Def Gappa. Def Kappa, tu vois. Mais ça me saoule. Vraiment, moi, je regardais le film avec un désintéressement total. Alors, moi, pour la petite anecdote, moi je l'ai déjà vu en version doublée anglaise, donc quand j'ai préparé l'émission, je me suis fait chier mais à fond. Je l'ai revu en version japonaise, sous-titrée français, où là c'est un peu mieux passé parce que c'est moins chiant. Les blagues passent un peu mieux. Et puis, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à sauver. Quoi. Alors, très honnêtement, c'est fun par moment, le combat de Kappa à la fin. Ouais, mais ça dure 2 secondes. Mais voilà. Ça aurait dû être un court-métrage. Franchement, ça aurait dû être un court-métrage. Le film est disponible en DVD et en Blu-ray, je crois, chez Tokyo Shock, donc la sous-marque de Media Blasters. Si vous avez envie de vous risquer à voir ce film, allez-y. Moi, personnellement, je vous ne conseille pas. Ou alors une seule vision, mais franchement, il ne faut pas aller plus loin. Mais regardez plutôt J.A.L.A. plutôt. Si vous voulez vraiment parler de kaiju récents. Et voir des bons effets spéciaux aussi. Voilà, bah écoutez, on continue cette émission dans notre petite Dikotoku. Tout à fait. Allez, c'est parti. La Godzilla Box est de retour. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas utilisée, mais elle était partie en vacances en fait. C'est moi qui pioche là? Donc là, c'est toi qui pioches, parce que c'est toujours moi, et là, je suis content, je tiens enfin ma revanche. T'en as marre? Alors, vas-y, pioche. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de... Donc, on va vous parler de Monsieur Yoshiyuki Kuroda, qui est en fait le réalisateur du 2e film des yokai, donc la guerre des yokai de 68, on nous a parlé tout à l'heure. Donc Monsieur Kuroda, donc en fait, qui est toujours parmi nous, il est né en 1928 et en fait c'est un des grands techniciens de la Dai Production. Tout à fait. Dai Production qui on n'en parle pas beaucoup, mais oui, c'est quand même un grand monsieur. Un petit maître des effets spéciaux et un grand assistant réalisateur aussi. Donc en fait, il faut savoir qu'il avait fait d'abord des effets spéciaux pour un tout petit film qui est presque disparu aujourd'hui, qui s'appelle, en français ça donne L'attaque intrépide des soucoupes volantes, si je fais le titre français traduit tel quel, qui est un film qu'aujourd'hui qui tourne presque plus. Genre j'ai vu une bobine qui circulait sur eBay, qui était un film qui doit coûter une blinde. Qui doit coûter une blinde, ouais, certainement, qui était un film justement de soucoupe volante, un film d'invasion extraterrestre en noir et blanc. Faudrait demander à notre collectionneur de l'acquérir. Oui, parce qu'on connaît un collectionneur, donc il faudra peut-être lui demander. Voilà, donc du coup ensuite il est passé à la Dai où il est devenu assistant réalisateur pour Kenji Misumi, notamment sur Shaka, donc un film dont on a parlé tout à l'heure, qui est une énorme production tournée en 70 mm. Il faut surtout savoir que Fabien surkiffe Shaka depuis qu'il l'a vu à la Maison de la Culture du Japon, et qu'il m'a dit il faut en parler parce que j'ai envie de parler de ce film, j'ai envie de citer ce film. Voilà, qui est une fresque de 2h30 sur la vie de Bouddha, une sorte de 10 commandements japonais, qui est un film absolument somptueux avec des effets spéciaux magnifiques. Ça, vraiment, il faudrait que ça sorte un jour en France. Messieurs de HK,
s'il vous plaît, sortez Shaka, la vie de Bouddha en France, ce serait vraiment génial. Et si vous pouvez nous sortir quelques Godzilla au passage aussi. Mais ils n'ont plus les droits, voilà. Mais bon, on ne sait jamais, je pose quand même la question. Donc en fait, Kuroda, il a aussi bossé sur la trilogie d'Imagine, où c'est lui qui a conçu les effets spéciaux. Il a géré les effets spéciaux des 3 films qui sont magnifiques. C'est absolument saisissant ce qu'il a fait à l'époque. Et surtout, il n'a pas essayé de copier le travail de Tsuburaya et autres. C'est que par exemple, il crée des marionnettes géantes de Daimajin pour des séquences avec des vraies interactions avec les humains. Oui. Mais surtout, pour moi, c'est le seul type à l'époque qui a réussi à faire aussi bien, voire même parfois mieux, que Tsuburaya en termes d'effets spéciaux. C'est aussi parce que Daimajin, c'était un personnage beaucoup plus petit que Godzilla. Donc, du coup, les interactions avec les êtres humains sont plus faciles. Voilà. Puis surtout, il ne détruisait pas des immeubles. Non. Je veux dire, vu que ça se passe dans un Japon médiéval, déjà, il y a moins de problèmes à ce niveau-là. Il y a moins de problèmes à ce niveau-là, voilà. Il a réalisé par contre un film qui est assez culte. Vous connaissez certainement la saga Baby Cart, cette fameuse saga de sabre un petit peu baroque qui avait été réalisée en partie par Kenji Misumi. Monsieur Kuroda avait réalisé le 6e film, donc Le Paradis Blanc de l'Enfer. Imaginez un film de sabre qui se passe entièrement dans la neige. C'est inspiré justement par le James Bond au service de Sa Majesté. D'ailleurs, vous avez un thème détourné de James Bond dans ce film, ce qui est quand même assez sympa. Je vois notre cadreur derrière qui sourit parce qu'il est fan de James Bond. Et surtout qu'il y a des démons dans le film. Voilà, en plus, il y a des histoires d'inceste. Tout à fait sympathique et réjouissant. Et aussi, pour le Tokusatsu, il a bossé sur une série. Ouais, sur une série de Tsuburaya d'ailleurs, donc Mirrorman. Voilà, donc un sous-Ultraman qui avait été produit dans les années 70, comme Tsuburaya l'avait fait beaucoup avec Jumborg Ace, Redman, toutes ces séries-là. Donc Mirrorman, il avait bossé dessus. Donc si vous voulez voir un petit peu la tête de monsieur Kuroda, il est dans ce DVD qui fait partie en fait de la 2e édition de Baby Cart en France, qui a été édité par Wildside. Et en fait, il y a un documentaire sur la saga Baby Cart et dedans, on a donc monsieur Kuroda qui parle justement de qu'est-ce que c'était de bosser à l'ADE. Ça doit être très intéressant très intéressant. Regarder. Hein. Alors lui, il est quand même assez timide, assez réservé, alors que ses aînés sont un petit peu plus, lâchent un peu plus. Et je me suis dit, ça aurait été génial de pouvoir l'interviewer sur les Daimajin et sur Shaka et sur les films mais toi, c'est l'émission Shaka aujourd'hui. Oui, non, mais ça, voilà. Enfin, bon. Il a quand même réalisé le meilleur film de yokai, en plus d'avoir bossé sur les Daimajin, donc c'est pour ça que... Mais il a pas bossé sur les Gamera par contre. Non, parce que les Gamera, on prenait que les jeunes mecs inexpérimentés, et c'était... C'est vrai qu'il y a quand même une baisse de qualité il y a un écart fondamental spéciaux de Gamera. C'est parce que aussi la DAE misait tout sur ses films en costume. Et vu que les Daimajin et les yokai c'était les Jidaigeki, donc les films en costume, il fallait donc balancer tout le contrôle qualité dessus. Le kaiju et le toku par extension n'étaient pas la spécialité de la DAE. À l'époque, c'était la Toho, puis la Toei, mais à l'époque, la DAE n'était pas spécialiste. Et puis la DAE était scindée en 2 parties. Je crois que les Gamera ont été tournés à Tokyo et que les films en costume étaient tournés à Kyoto. Donc du coup, la sensibilité n'était pas vraiment la même. Donc total respect pour monsieur Kuroda, le salut. Grand monsieur. Le salut depuis la France, s'il nous entend, peut-être. Donc Jordan, petit morceau musical pour conclure cette émission. Ouais. Qu'est-ce que tu as choisi pour ce mois-ci? À défaut de finir sur un thème musical des yokai, je me suis dit qu'on va rester avec Takashi Miike. Et vu qu'on parlait de Toku, on va rester avec Zebraman, puisque je vous propose la musique le faux générique utilisé dans le film Zebraman. Le vrai générique de la fausse série. Voilà, le vrai générique de la fausse série, donc interprété par Ichiro Miyuki. Donc le thème de la série Zebraman. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, merci de nous suivre toujours. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Cinefeuse où vous trouverez toutes les émissions, Backcast, Cinefeuse et les autres. Soutenez-nous sur Facebook, soutenez-nous sur Twitter et n'hésitez pas à regarder les autres émissions qu'on a faites par le passé. Voilà, on vous embrasse. Et puis on se retrouve le mois prochain pour parler d'un super-héros bien connu. C'est voilà. C'est une petite surprise. Voilà. Et maintenant, donc, prenez soin de vous et transmettez-vous.
捨てたしまう